vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes beaucoup sur nos écrans à échanger des articles et diverses informations. Et c'est là que circulent aussi beaucoup de désinformations, de rumeurs et de faits alternatifs. Plutôt que de pointer le micro vers les responsables, par exemple les machines à clics de vos réseaux sociaux ou votre beau-frère complotiste, nous voulons profiter d'un événement qui se déroulera cette semaine pour parler du travail des vérificateurs et des vérificatrices de faits. Mais tous ceux qui communiquent aussi la science à l'occasion ou plus régulièrement. Comment sont-ils formés, les communicateurs scientifiques et les journalistes de fact-checking, pour communiquer au mieux les données scientifiques et défaire les mythes et les rumeurs? On entend souvent qu'il y a un déficit de culture scientifique dans la population générale. Est-ce que nous devrions nous en préoccuper ou plus simplement transmettre plus et mieux comment se fait la science et le consensus scientifique? Quelles sont les armes pour combattre la désinformation par ceux et celles qui la font au quotidien? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science, c'est le combat de la désinformation qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons nous placer du côté de ceux et de celles qui déboulonnent les nombreuses rumeurs circulant sur Internet et les réseaux sociaux. C'est souvent aussi leur responsabilité de non seulement communiquer des faits vérifiés, mais aussi de former du public et même leurs collègues à la lutte à la désinformation. Des collègues, j'en ai aussi autour de moi, à commencer par Pascal Lapointe, rédacteur en chef de Science Presse et rédacteur en chef du détecteur de rumeurs. Ça, c'est la rubrique de vérification de faits de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour Isabelle. Je suis aussi en compagnie de Ruth Kutamba, journaliste basée à Lubumbashi, en République démocratique du Congo et formatrice en fact-checking, vérification de faits. Bonjour Ruth. Bonjour Isabella, bonjour, merci. Je travaille aussi pour Congo Tchèque. Aussi, oui. Et on est en compagnie d'Elias Assaya, responsable francophone du contenu et de l'engagement communautaire à la Science d'abord, Science Up First. Bonjour Isabelle. Donc bonjour à tous les trois. C'est un phénomène planétaire qui circule presque aussi vite que la lumière. Je parle de la désinformation sur Internet et qui se répand plus rapidement que les informations vérifiées sur votre petit écran et avec beaucoup plus de dommages aussi. Donc qui sont celles et ceux qui tentent de la combattre? Il y a une journaliste justement basée à Lubumbashi qui en fait au quotidien. Madame Kutamba, pouvez-vous me parler de quelle forme ça prend la désinformation en République démocratique du Congo? Merci Isabelle pour cette question combien pertinente. Alors, dans mon pays, en RDC, la désinformation prend souvent la forme des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, des fausses allégations diffusées liées notamment à des événements politiques ou sociaux. Alors, je dois dire ici que l'industrie de l'information, cette industrie est vraiment touchée par ces virus que nous appelons fake news, et moi je traite de meurtriers. Ces virus sont amplifiés à l'heure actuelle dans un contexte qui est dominé, vous le savez, par le numérique ou les réseaux sociaux accompagnent notre quotidien. Il y a quelques années, vous êtes d'accord avec moi, on a misé pour communiquer avec nos proches, mais de nos jours, ils sont devenus des canaux par excellence de la propagation des fausses informations, causant des dégâts irréparables au sein de nos communautés. Un exemple de la désinformation liée à la pandémie actuellement présente en RDC prétendait que la Mpox était une résurgence de la COVID-19. Cette rumeur, devenue très virale sur les réseaux sociaux, a été largement diffusée, suscitant des inquiétudes parmi la population. En réponse, Congo-Tchèque a mené des efforts pour démystifier cette information erronée en fournissant des faits vérifiés sur la nature de la Mpox et en clarifiant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle vague de Covid-19. Et donc ces initiatives visent donc à informer le public et à réduire
la panique causée par de telles fausses informations. Oui. J'essaie d'être bref, sinon la question Oui, est là. oui. Non, mais c'est un très bon exemple. Je voulais justement voir peut-être, Monsieur Assaya, mettre la science d'abord, c'est important, mais ça semble pas toujours simple, particulièrement depuis la pandémie de Covid-19, quand ça touche à la santé, là on le voit. Mais votre organisme a d'ailleurs été lancé il y a 4 ans en même temps que la Covid-19, mais ça a peut-être changé cette désinformation, ou peut-être pas, dites-moi. C'est vraiment intéressant parce que la désinformation, enfin la science d'abord en fait est née de cette idée de combattre la désinformation principalement au début sur la Covid-19 et les vaccins, en plein milieu de la pandémie, comme on le sait tous et toutes, ça a touché, comme disait notre collègue, la RDC, mais aussi le Québec. Et toute cette désinformation-là a créé beaucoup de questionnements. Il y a eu énormément de termes qu'on a retrouvés dans les médias, des termes que les gens ne connaissaient pas nécessairement quand ils sont arrivés. Et l'un des buts premiers de la science d'abord, c'était de combattre la désinformation sur ces vaccins et la Covid-19, mais aussi d'informer les gens sur qu'est-ce qu'est finalement une pandémie, qu'est-ce que la Covid-19, qu'est-ce qu'un vaccin, comment ça fonctionne, le processus de démarche scientifique finalement. Donc il y a à la fois un combat contre la désinformation littérale, mais aussi ce qu'on appelle inoculer une bonne information, c'est-à-dire d'informer les gens sur comment la science fonctionne de façon générale. Donc c'est 2 missions que la science d'abord s'est donnée en premier lieu, puis aujourd'hui maintenant on va au-delà de la Covid-19, on parle de sujets de santé plus généraux, on va chercher des communautés spécifiques pour parler des sujets de santé qui sont en lien avec ces communautés-là, mais aussi des sujets en lien avec l'environnement et l'action climatique. Oui, on va voir tout ça justement pour la semaine qui va commencer demain. Pascal Lapointe, quel est le rôle des médias et des journalistes dans ce combat contre la désinformation? Il est assez central, parce que même si de plus en plus de gens s'instruisent par les réseaux sociaux, il y en a encore un très grand nombre qui s'informent par les médias. Et un problème qu'on a constaté, nous, à l'agence Science Presse, parce qu'on est spécialisé en sciences, c'est que beaucoup de journalistes généralistes sont perdus lorsqu'on les face à de l'information scientifique. Et ils vont traiter une information scientifique comme si c'était une information politique, avec 2 opinions de valeur égale. Alors, il y a des choses à apprendre au public, mais il y a des choses à apprendre aussi aux journalistes et aux communicateurs généralistes, comme par exemple, ça veut dire quoi les mots révision par les pairs? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de consensus scientifique? Et c'est un problème parce que on l'a vu pendant la pandémie, mais on l'a vu aussi dans beaucoup d'autres enjeux depuis des décennies. Il y a beaucoup moins d'informations erronées qui circuleraient si on abordait l'information scientifique comme étant une information qui a une nature particulière, qui a des critères particuliers. Il existe des critères pour valider quelque chose en science. Alors qu'en politique, on peut débattre à l'infini si une politique est bonne ou mauvaise, mais des fois, on peut démontrer qu'un vaccin fonctionne ou un médicament fonctionne ou que la Terre se réchauffe vraiment. Oui, que ce sont des faits et pas des opinions. Voilà. Justement, Madame Koutamba, rapidement, c'est quoi le travail d'un fact-checker ou d'une vérificatrice des faits? Alors, déjà, vous savez que ça m'amène à parler de fact-checking. C'est un mot anglais d'abord, qui veut dire vérification de faits. En fait, il s'agit d'une pratique de vérification qui consiste à prouver l'exactitude ou l'inexactitude d'une information. Il peut s'agir d'une déclaration, d'une rumeur, d'une affirmation. Et donc, pour moi, le fact-checking, c'est une pratique à la base journalistique, parce que le journaliste sérieux doit vérifier l'information avant sa diffusion. Et donc, les rôles principaux des fact-checkers, c'est de contrer la désinformation dans un monde qui serait pollué par les faits alternatifs, les rumeurs d'Internet. Et donc, les fact-checkers que nous sommes devons largement vulgariser nos travaux de vérification, faire consommer nos fact-checks auprès des publics vulnérables, susceptibles de croire à ces fausses informations, pour que ces publics puissent développer un esprit critique, puisque vous savez, les fact-checkers que nous sommes... Exactement, des réflexes, parce que il est aussi important pour nous d'innover un peu, parce que les contenus que nous produisons, nos travaux de vérification, c'est pour qu'ils soient consommés par un large public. Et vous serez d'accord avec moi, tout le monde ne connaît pas lire, tout le monde ne connaît pas écrire, et il y a certaines personnes qui connaissent lire, mais qui éprouvent de la paresse pour prendre connaissance des contenus écrits. C'est comme ça que dans notre rôle de vérificateur de faits, il est important pour nous aussi d'innover avec des formats vidéo, des podcasts, penser à collaborer avec des radios locales pour aussi bien jouer notre rôle des vérificateurs de faits. Mais je suis en train de penser à un aspect de l'éducation aux médias très important. Il est important d'initier en fait le public
par une vérification préventive. Une information peut être authentique, mais partagée avec une légende qui est fausse. Faire toujours la différence entre un fait et une opinion. Parce que quand on parle d'un fait, je crois que M. Pascal et mon collègue est d'accord. Un fait, il est vérifiable, il est prouvable. Dans bien des cas, des points de vue ont été confondus aux faits et ont créé des conséquences énormes au sein des communautés. Donc nous devons apprendre au public à faire la différence entre ces deux termes, les faits et l'opinion. Mettre en place aussi des lois, des sanctions. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous savez, dans certains pays comme au Burkina Faso, ici en Afrique, il y a déjà eu des cas d'arrestation des auteurs des fausses informations. Donc, dans notre rôle de vérificateur de faits, il est important que nos gouvernements aussi nous accompagnent en mettant sur pied des lois qui peuvent permettre aussi de sanctionner les auteurs des fausses informations. Il y a aussi la rétention avant tout partage. Vous savez, il incombe aussi à nos fact-checkers ce rôle d'apprendre au public, d'apprendre à évaluer toujours l'ampleur du dégât avant de partager une information et les conséquences que cela peut engendrer. Vous savez, Isabelle, si l'information est fausse, la personne qui pose l'exemple de savoir aurait la possibilité, par exemple, de récupérer la situation. Combien de personnes induirais-je en erreur? Ces questions vont permettre au public de limiter la propagation de fausses informations et de développer cet esprit critique, d'avoir ces réflexes. Et je voudrais... Oui, très rapidement, parce que sinon, malheureusement, on n'aura pas assez de questions. Oui, j'ai fini la matière, elle est tellement intéressante. Oui, je sais, c'est votre travail, et donc vous pouvez en parler pendant longtemps. Oui. Mais peut-être, je voudrais juste passer le micro à Monsieur Assaya, parce que demain démarre une véritable semaine contre la désinformation. Votre organisme avec plein de collaborateurs dans l'ensemble du Canada. Donc, pourquoi c'est important d'orchestrer une campagne? On a entendu avec ce que disait Ruth Kotamba, c'est un travail sérieux, il y a des conséquences sérieuses à la désinformation. Mais vous, pourquoi c'est important de démarrer justement une semaine avec justement aussi un panel qui s'appelle « Niaise pas avec les faits » Je trouve ça vraiment intéressant, ce que Rodad disait juste avant. En fait, concrètement, le combat contre la désinformation, il a plusieurs facettes et surtout, il s'adresse à beaucoup de gens et beaucoup de communautés différentes. Mon collègue à l'agence Science Presse, justement, disait que c'est vraiment important de former à la fois le public, mais aussi les spécialistes, les experts, les journalistes. Ça prend vraiment beaucoup d'initiatives pour s'adresser à tout le monde et il y a beaucoup d'initiatives qui font un combat contre la désinformation qui n'est pas nécessairement affiché en gros sur leur porte « Je combats la désinformation ». Un organisme qui fait une bonne communication scientifique, par exemple, qui va partager des faits prouvés par la science d'une façon qui va être claire et vulgarisée, combat la désinformation en ce sens-là. Et donc, l'initiative de Ensemble contre la désinformation, en fait, c'est de créer ce dialogue et montrer que finalement, au Canada et au Québec, on a tout plein d'organismes qui font ce travail-là au quotidien, mais spécialement pendant cette semaine-là. Donc on va avoir, là actuellement, on a déjà une quarantaine de partenaires au Canada, dont une dizaine au Québec, qui font des activités en présentiel et en ligne, qui vont être accessibles au public. Des conférences. Ouais, c'est ça, des conférences, des activités, des jeux, tout ça pour parler en fait de ce sujet-là à travers le prisme de leurs activités. Et nous, en fait, demain, donc le 12 novembre, on va faire un grand panel, comme tu disais, Niaise pas avec les faits, qui va rejoindre des gens complètement différents. On aura Barbada, une drag queen, qui va animer ce panel-là. On aura mon collègue Pascal Lapointe qui sera présent aussi. On a une chercheuse, Marie-Ève Carignan, et Cynthia Dulude également, qui est une créatrice de contenu. Donc des gens qui sont quand même variés, qui vont pouvoir discuter en fait de comment la désinformation touche des communautés différentes, comment ils peuvent la combattre, comment ils peuvent s'adresser à leur public de façon différente pour partager un bon message. Donc je donne pas mal d'informations là-dessus, mais l'idée c'est de savoir qu'on peut combattre la désinformation de façon individuelle, de façon collective, et simplement apprendre en fait comment la désinformation fonctionne, comment elle peut nous toucher. Elle touche tout le monde, hein, même les experts peuvent être affectés par la désinformation parce qu'on a tous des cerveaux humains et des émotions. C'est ça, exactement. C'est ça, Pascal. J'aimerais savoir justement, il y a des gens qui c'est leur métier, on a entendu Ruth, c'est son métier de faire du déboulonnement de faits, du debunking, mais en fait tout le monde peut partager, puis il y a beaucoup de youtubeurs, il y a des gens qui en fait partagent de la science, mais peut-être pas de manière adéquate, ou de manière adéquate s'ils ont été formés. Donc comment on fait justement pour sensibiliser ces gens-là qui vont partager de la science, mais...
Une façon de les sensibiliser, de leur rappeler que c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Parce que beaucoup de gens abordent l'information scientifique en se disant « Ah, j'étais pas bon en sciences à l'école » ou « Ah, les sciences, c'est trop compliqué pour moi ». Et beaucoup de gens, à cause de ça, se découragent et se disent « Ah, je suis pas capable de distinguer le vrai du faux ». Or, les gens qui créent de la fausse information comptent là-dessus. Ils espèrent que vous n'irez pas vérifier. Et il est donc important de se rappeler que parfois, vérifier une information en science, ça veut juste dire se demander qui m'a envoyé ça? Ça vient de qui? Si ça vient de Anonyme 353, s'il vous plaît, partagez pas ça. Ouais. Ruth parlait tantôt d'intelligence artificielle. C'est vrai que ça fait peur tellement les images sont bien faites, mais avant toute chose, vérifiez d'où ça vient, vérifiez qui vous a envoyé ça et on serait étonné de voir que à quel point la quantité des informations diminuerait si les gens avaient ces réflexes de vérification élémentaires. Alors, en science, ça veut parfois tout simplement dire, OK, le scientifique est en train de me parler. Est-ce que c'est un expert du domaine ou si c'est un géologue qui se prononce sur les vaccins, ce qui a évidemment aucun rapport? Ouais. Est-ce qu'il donne son opinion ou bien s'il s'appuie sur une étude? On peut parfois écouter une nouvelle ou écouter une vidéo YouTube juste en se posant ces questions-là et après coup, donc, dire, OK, là, il n'y a pas l'air d'avoir d'études, je vais attendre avant de partager ça, je vais aller chercher une autre source. C'est ça les trucs qu'on essaie d'enseigner donc à des YouTubeurs, à des influenceurs, faire ce genre de vérification élémentaire, mais non pas s'imaginer que vous allez décoder une recherche scientifique en climatologie si vous n'avez jamais étudié là-dedans. C'est normal qu'il y ait du jargon, c'est normal que ça a l'air compliqué, mais il y a des réflexes élémentaires à développer qui sont faciles, qui sont à la portée de tous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il faut aussi favoriser la relève, former les vérificatrices de demain. Il faut en fait former tout le monde, là on a compris, mais on veut plus de vérificatrices et plus de vérificateurs de faits. Donc peut-être Madame Koutoumba, comment on forme la relève? Alors, c'est vrai, il est vraiment important de former la relève. Il est vraiment important de diversifier, de multiplier les formations des journalistes en fact-checking au sein de nos rédactions respectives. La plupart des personnes préfèrent ici dans le cadre général, mais il est aussi important d'avoir un bagage aussi consistant pour ce qui concerne le fact-checking afin de bien contrer cette désinformation. Parce que, vous savez, le rôle de la vérification ne peut être sous-estimé. Dans un monde où la distorsion de l'information prend une place centrale. Et donc, la vérification de faits, Isabelle, est considérée de nos jours comme l'antidote à la désinformation. Et oui. Il est important pour les rédactions de diversifier des sciences, des formations. Et je pense que le fact-checking, quelque part, il est limité. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi. Il est limité, je m'explique. Il fonctionne jusqu'à un certain niveau. Parce que, je réitère les mots, la consommation de travaux, de vérification est, en tout cas, limitée quelque part. Parce que les personnes vulnérables, les personnes pour qui nous produisons, nous ne parvenons pas, c'est vrai, à atteindre toutes ces couches pour lesquelles nous produisons ces informations. Parce que, même si nous savons que la vitesse à laquelle se propagent les fausses informations n'est pas la même que la vitesse à laquelle se propagent les travaux de vérification de faits. C'est un grand défi que nous devons relever en tant que fact-checkers, formateurs, en tant que les rédactions doivent relever. Oui, alors, là, vous touchez quelque chose, ça c'est, est-ce que le fact-checking est une solution infaillible pour combattre la désinformation? Je vais peut-être juste passer la parole 2 minutes à Pascal. Est-ce que c'est la solution infaillible? Non, il n'y a pas de solution infaillible de toute façon. Le fact-checking, ça sert à répondre à des fausses nouvelles qui circulent parce qu'on ne peut pas les laisser circuler. Parce que malheureusement, quelqu'un qui ferait une recherche Google avec les mots-clés de la fausse nouvelle pourrait tomber sur uniquement la fausse nouvelle. Mais en parallèle de ça, il faut faire ce qu'on appelle l'éducation à l'information. Ruth évoquait ce mot-là tantôt, c'est-à-dire toutes les initiatives dans les écoles auprès des adultes qui consistent à apprendre aux gens comment déboulonner par eux-mêmes une fausse nouvelle, comment
gens chercher par eux-mêmes des indices qui vont leur permettre d'avoir des doutes. C'est dans ce contexte-là, si tu me permets cette plug-là, Isabelle, qu'on lance un cours en ligne de littératie scientifique à l'agence Science Presse qui s'adresse aux journalistes généralistes, mais aussi au grand public et qui consiste à leur donner donc des trucs de base pour repérer si une nouvelle est crédible ou non, si on peut s'y fier ou pas. Et ça, c'est ça de l'éducation à l'information. C'est peut-être même plus important que le déboulonnage au cas par cas. Oui. Monsieur Assaya, je vous suis sur X Twitter. Et en fait, pas vous, mais vos pages, La Science d'abord et Science Up First, vous publiez régulièrement des vérifications de faits et des astuces pour combattre la désinformation. Il y a différentes techniques qui sont en amont et en aval. C'est ça. Expliquez-moi. Oui, on peut en parler un petit peu. Comme je rejoins mon collègue Pascal qui disait que informer les gens à la littératie scientifique est très important et parfois c'est des techniques simples qu'on peut apprendre aux gens. Nous on fait des publications sur X comme tu le disais, mais aussi sur Instagram, sur Facebook, même sur TikTok. On est présent sur pas mal tous les réseaux sociaux et on a une série en fait de publications qu'on appelle les tactiques de désinformation. C'est des publications très visuelles qui montrent en fait un exemple simple d'une tactique de désinformation. J'en ai plusieurs en tête. Par exemple, la fausse dichotomie, essayer de dire que tout est blanc ou tout est noir, alors que dans la majorité des sujets, il y a une grande nuance de gris. Les faits sont les faits, effectivement. L'interprétation, parfois, peut varier en fonction de l'interlocuteur, mais il y a plein de nuances dans beaucoup de sujets et c'est important de le dire parce que souvent, polariser les débats, ça fait en sorte que les gens, comme en politique, choisissent... Ça fait des clics aussi. Exactement, c'est ça. Et nous, en fait, à la Science d'abord, on fait ce gros travail-là qu'on appelle inoculation, de donner en fait des bonnes informations en avance pour que les gens soient prêts et préparés lorsqu'ils sont confrontés à de la désinformation. C'est l'appel à la nature, c'est un autre exemple, le fait de dire que ce qui est naturel est nécessairement meilleur que ce qui ne l'est pas. Là, on me voit pas, mais j'utilise des guillemets avec mes doigts parce que le naturel, tout peut être naturel selon la définition. Mais concrètement, la Science d'abord fait ce travail-là et je reviens à la semaine qui commence là, ensemble contre la désinformation, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a vraiment beaucoup d'organisations à travers le pays qui le font et je veux vraiment les mettre en avant et ça fait partie de notre mission à la Science d'abord, là, c'est de montrer que tout le monde peut faire ce travail-là. Oui, jusqu'à Calgary, je pense. Il y a aussi une bonne manière de s'adresser aux gens. Il faut calmer les émotions, justement, apporter des nuances, mais aussi parler avec empathie. Donc, peut-être Pascal, rapidement. Oui, c'est bien connu que l'émotion est un des facteurs clés de la désinformation. Il n'y a jamais personne qui a partagé une fausse nouvelle qui était plate. On partage une fausse nouvelle parce qu'elle nous réjouit ou parce qu'elle nous choque. Et ça, on l'a vu abondamment pendant la pandémie. La polarisation extrême qui s'est créée, il suffisait à toute personne qui était méfiante ou craintive face au vaccin d'envoyer une fausse nouvelle qui avait un côté choquant et ça fonctionnait. Donc oui, ça veut dire que pour réagir à ça, il faut y aller il faut contourner l'obstacle, il faut essayer d'adoucir le problème, il faut essayer de déstresser littéralement la situation. Oui, parce et que pas dire j'ai raison, par exemple. Non, ça c'est sûr, c'est perdu d'avance. On le voit encore. Oui, c'est perdu d'avance et ça sert à rien non plus de dire à la personne, voyons donc, t'es stressé pour rien, arrête ça. Il faut trouver des voies de contournement de l'obstacle pour essayer de créer un dialogue. Tous les psychologues vous diront que si on est capable de trouver des zones de consensus entre les gens, les amener à s'entendre sur le fait que, OK, ça, je suis d'accord, c'est factuel, tandis que ça, c'est de l'opinion. On a fait un grand pas en avant. Parce qu'encore une fois, les gens qui créent de la désinformation comptent là-dessus. Ils comptent sur cette confusion qu'ils créent eux-mêmes entre le fait et l'opinion. Et ils espèrent que ça va tellement toucher une corde sensible chez leur public que celui-ci ne pensera plus à vérifier. Oui, et va juste relayer la nouvelle. Madame Kutumba, je terminais peut-être avec vous. La vérification des faits dans les sens le plus strict ne peut pas, elle seule, modifier des croyances profondément ancrées basées sur des informations erronées. Alors, quelque part, l'efficacité d'une vérification de l'information est fonction aussi des caractéristiques des personnes qui consomment cette information. J'ai lu quelques travaux. Il a été prouvé qu'au cours de la dernière décennie, Isabelle, les chercheurs ont testé l'efficacité de la vérification des faits pour changer des opinions et des comportements. Et ils ont découvert que la vérification des faits nous permet effectivement d'être mieux informés, mais que le changement des comportements en fonction de ces informations en est une autre histoire. Et donc, la désinformation peut être complexe,
elle nécessite une approche holistique, quand l'éducation aux médias, la transparence des sources d'information, la régulation des plateformes en ligne. Et donc le fact-checking peut contribuer à limiter la propagation des fausses informations, mais il doit être complété par d'autres mesures pour contrer efficacement ces phénomènes. Et très rapidement, pour finir la question qui venait d'être adressée tout à l'heure, en rapport avec les astuces, je voudrais revenir dans mes mots. Donc c'est juste initier le public au fact-checking. C'est très important, cette pratique de vérification dont l'objectif est d'éprouver l'exactitude ou l'inexactitude d'une information. Vérifier la source de l'information, c'est très important. La source peut être un compte d'humour, l'accordant tient sérieux à ses publications et dépourvu du sens informé. D'où l'importance de toujours vérifier la réputation du site ou du compte. Développer l'esprit critique, c'est ce que nous disons aux personnes que nous formons, faire une observation critique. Je l'ai toujours dit, j'aime bien ces termes approfondis aussi sur les contenus. Vous savez, avec les phénomènes de l'intelligence artificielle, il y a certains contenus qui sont faux et difficiles de croire. Si vous n'avez pas ces réflexes-là, vous pouvez être dupé facilement. Alors, il est aussi important de décontextualiser l'information. Il y a plusieurs vidéos qui circulent des informations authentiques mais partagées avec des fausses légendes. Faire la différence entre un fait et une opinion, nous insistons dessus. Daniel Patrick a dit ceci: chacun a le droit d'avoir une opinion, mais n'a pas le droit d'avoir ses propres faits. Et moi, oui, c'est bon. C'est bon. Je suis sur l'effet de la rétention avant tout partage. Nous disons toujours aux personnes que nous formons, il est toujours important d'apprendre à évaluer l'ampleur du dégât avant de partager une information et les conséquences que cela peut engendrer. Vous vous dites, si cette information est fausse, aurais-je la possibilité de récupérer la situation? Combien de personnes induiraient-je en erreur? Parce que je vous assure, je peux écrire un travail, je peux démystifier un fait, mais par rapport aux conséquences, comment récupérer la situation? C'est souvent compliqué. J'espère que mes collègues sont d'accord avec moi. Oui, je suis sûre qu'ils sont d'accord avec vous. Donc, et justement, la semaine qui commence là demain, ça va permettre à beaucoup de monde de se sensibiliser à cette désinformation et aux dommages qu'elle fait autour de nous. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Ruth Kuntamba, journaliste basée à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, formatrice en fact-checking. Vous avez entendu, elle a beaucoup de travail sur la table. On était en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef de Science Presse et du détecteur de rumeurs aussi, et d'Elias Assaya, responsable donc francophone du contenu et de l'engagement communautaire à la Science d'abord, et aussi leur semaine qui commence demain. On va vous inviter à aller justement au panel et à différents événements. Là, il n'y a pas juste le panel aussi, là, les ateliers, on mettra tout ça sur la page. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Voilà donc pour aujourd'hui. Comme toujours, Je vote pour la science c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche cette semaine et aussi à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission si vous l'avez pris en cours de route, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Tous comme à visiter la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite de passer une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue